Alors, d'abord, bienvenue. On est content de vous avoir tous les trois, avec des profils très différents. Patrick Goas, créateur de la Fabrique à Souvenirs, avec des complices, on va revenir dessus. Géraldine, qui représente un parc animalier, un zoo, mais qui est devenu bien plus qu'un parc ces dernières années. C'est d'ailleurs le premier site de la région Centre-Val de Loire, avec plus d'1,5 million visiteurs. Donc c'est colossal. Et Dominique, qui à la base n'est pas une spécialiste du tourisme, mais bien des RH, de la GRH, qui est bien une spécialiste du comportement au travail, hein, c'est ça, et qui est à l'Estua depuis 3 ans maintenant, et qui travaille sur un programme de recherche autour de tourisme, travail, émotion. Donc on est vraiment là sur 3 champs, avec 3 témoignages, 3 angles de vue complètement différents. Pour autant, donc lorsque l'on parle des émotions, lorsque l'on parle du tourisme, lorsque l'on parle de satisfaction du touriste, on est quelquefois sur un champ qui n'est pas toujours rationnel, on est sur celui de l'humain, mais le tourisme ces dernières années, et on l'a encore redit tout à l'heure, c'est de l'économie, c'est de l'aménagement du territoire, c'est de l'attractivité, c'est du lien social. Pour autant, n'oublions pas cette émotion qui est constitutive de l'activité touristique. Le caractère hautement concurrentiel que l'on vit tous dans le tourisme nous pousse les sites, les entreprises, à être de plus en plus performants, pertinentes, à essayer d'innover, à essayer de se différencier. On est finalement dans une certaine forme de course à l'armement. C'est cette course à l'armement, comment est-ce qu'on la vit? Et il y a également quelque chose qui est terrible lorsque l'on parle de tourisme, en tout cas en France. Si on fait un petit zoom sur notre territoire, c'est qu'il n'y a pas un département, il n'y a pas une région qui ne soit à vocation touristique. Tout le monde a son dépliant, tout le monde a son site, tout le monde vante ses expériences touristiques, son offre touristique. Donc tout le monde a cette envie, cette vocation, peut-être, est-ce que c'est une vraie vocation, mais finalement, est-ce que tout le monde a une légitimité? Comment faire pour sortir du lot? Donc tout le monde va se mettre à parler de marketing expérientiel, d'expérience client, mais est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que c'est ce que l'on promeut? Est-ce que c'est ce que l'on met en place? Et puis finalement, quelle efficacité pour du marketing expérientiel si tout le monde a les mêmes ingrédients de la recette? Donc vous, Patrick, qui êtes aux 4 coins de l'Europe, de la France, avec la Fabrique à Souvenirs, qui conseillez, qui accompagnez des entreprises dans votre quotidien, qu'est-ce que vous leur racontez à ces gens-là et comment vous-même vous arrivez à les faire rêver, à les motiver pour aller au-delà de ce qu'ils ont l'impression déjà de bien faire? Alors la question est longue là. Déjà juste pour resituer, la Fabrique à Souvenirs, c'est le croisement de personnes, donc Nathalie qui est dans la salle, qui ont un grand parcours dans l'exploitation, donc qui connaissent parfaitement le terrain. Et moi qui suis un peu l'intello, qui a un parcours dans la formation, ingénierie de formation et communication. Et on a croisé tout ça, on a mélangé tout ça. Et on s'est intéressé à l'émotion parce que à la question est-ce que l'émotion est une valeur ajoutée dans le tourisme, bien évidemment. Ça c'est une évidence. Et ça va au-delà de la satisfaction client parce que justement nous ce qu'on raconte à nos clients, sachant que nos clients c'est essentiellement des entreprises, hein, hôtellerie, restauration et hôtellerie de plein air. Ce qu'on dit à nos clients c'est que à partir du moment où on commence à réfléchir expérience client et émotion, c'est un levier pour créer de la différenciation dans son produit. Et à partir du moment où on crée de la différenciation, on est en mesure de créer une véritable offre touristique. Et donc derrière, c'est un vrai levier de business. Parce qu'on parlait de business. Le tourisme, c'est aussi du business, c'est une industrie. C'est 7%, je crois, des emplois en France quand même. C'est pas rien. Non, 7% du PIB, pardon. C'est pas rien. C'est des emplois qui sont normalement non délocalisables. Donc ça, c'est une vraie réalité. Donc l'émotion, nous, dans notre travail, quand on travaille avec des professionnels, on la prend vraiment comme un levier de différenciation et de développement de business. Donc, c'est forcément compliqué. Nous, on n'est pas marketing, même si moi j'ai une culture en marketing par rapport à mon passé en communication. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de se dire comment on installe des procédures, des moments où on va faire véritablement créer de l'émotion
pour derrière, effectivement, pour que le client il y ait une satisfaction, il y ait un super retour client, et que ces moments qu'on va installer qui vont nourrir le marketing. C'est-à-dire qu'on ne fait pas comme l'approche marketing traditionnelle, parce que c'est facile de faire du marketing expérientiel, vous faites une belle photo, vous faites une belle promesse, vous faites... voilà, tout ça c'est... Donc vous partez réellement du client. Nous, on repart du client, on regarde comment on installe tout ça dans l'exploitation, et c'est ce qu'on va installer dans l'exploitation qui va nous permettre de nourrir le marketing. Ça veut dire que vous cassez les codes? Ah, complètement. Justement, c'est ça qui est rigolo. Enfin, c'est ce qui est passionnant dans notre métier, c'est qu'effectivement, on casse complètement la façon dont on perçoit, nous, la première chose qu'on fait quand on arrive dans quelque part, c'est qu'on apprend aux gens à réfléchir autrement. On apprend aux exploitants à réfléchir autrement. Un exploitant traditionnel, qui soit d'un hôtel, d'un restaurant, d'un camping, il a une approche très rationnelle, c'est-à-dire qu'il raisonne en termes d'emplacement de tant de mètres carrés. Par rapport à tant de mètres carrés, je mets un prix à côté, et il faut que je sois dans une logique qualité. Je suis 4 étoiles, donc j'ai un référentiel qualité. La qualité, il en faut, mais nous on raisonne pas du tout qualité, on raisonne. La question qu'on se pose, c'est quelle pointe, à un moment donné, dans le parcours client, dans le séjour, donc que ça soit un week-end, une soirée, une semaine, à quel moment on va pouvoir mettre le client en émotion de façon très très forte. Et on va raisonner en pic émotionnel, et à un moment donné, pour que le client, parce que l'émotion crée le souvenir, d'où le nom de la fabrique à souvenirs, c'est créer des grands moments d'émotion qui vont permettre effectivement aux clients de sentir, oui, là il se passe quelque chose, là oui ils sont bons, là ils m'ont amené dans une histoire qui est vraiment différente de ce que j'ai l'habitude de vivre. Et notre travail c'est ça. Mais alors finalement, entre l'attente du client et celle de l'exploitant, j'imagine que quelque part, c'est pas la même partie du cerveau qui fonctionne. Comment les connecter les deux, entre la partie droite qui est beaucoup plus tournée sur le client et la partie gauche du cerveau de l'exploitant? C'est tout le souci en fait. L'exploitant, comme j'ai dit, il raisonne cerveau gauche, c'est le cerveau rationnel, c'est celui qui compte, c'est celui qui compare. Et en fait, le souci qu'on a, aujourd'hui, en fait, tout le secteur touristique, il raisonne qualité. Et il raisonne qualité, donc il raisonne mise aux normes, il raisonne confort, etc. Et il raisonne plus moment d'émotion. C'est-à-dire que avec le côté qui est extraordinaire, c'est que vous montez en qualité, puis à un moment donné, une fois que vous aurez tout fait, vous ne pourrez plus rien faire. Et en même temps, Nathalie, qui est dans la salle et qui a été directrice d'un hôtel Barrière, c'est quand même c'est l'excellence. Et elle dit, de toute façon, plus c'est propre, plus on voit la poussière. Donc à un moment donné, la qualité, elle a ses limites. Et si on fait, je prends toujours l'exemple de Disney, vous prenez une journée à Disney, Euro Disney à Paris, moi j'ai fait le test, 14 heures dans le parc, et quand vous faites le détail de ce que vous avez fait, en gros, sur les 14 heures, vous avez passé 2 heures dans les animations. Alors là, effectivement, ça monte en émotion. Vous avez passé 2 heures à vous balader, à manger au restaurant, etc. Le reste du temps, 9 heures ou 10 heures, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait la queue. Vous avez fait la queue. Donc, si on fait une analyse qualité de Disney, c'est nul. Puisqu'en fait, pendant 9 heures, on fait la queue. C'est-à-dire qu'on ferait la même chose dans un hôtel, on lui mettra pas 4 étoiles, Et pourtant, ça marche. 12 millions de personnes. Pourquoi ça marche? Parce qu'à un moment donné, ils ont fait la part des choses. Ils se sont dit, on fait monter les gens en émotion très fort. C'est ça qui va garder le souvenir. Et le reste, le client, il est capable de le prendre. Sachant que, et ça c'est les neurosciences qui le montrent, l'être humain oublie le négatif. C'est une question de survie. Parce que si vous imaginez bien, en plus avec tout ce qui se passe en ce moment, si on ne faisait qu'oublier, si on n'oubliait pas le négatif et on ne faisait que se souvenir du négatif, on serait tous morts là. On serait tous en train de se suicider. Donc en fait, l'être humain, pour sa survie, en fait, il n'oublie que le positif. Donc il est intéressant, plutôt que de concevoir en fait un produit touristique juste en termes de qualité, ni augmenter le niveau de qualité, il est intéressant de le concevoir aussi en faisant des pointes émotionnelles, dire des moments de bonheur, des moments de surprise, des bonnes surprises, des moments d'étonnement, faire en sorte que les gens se dépassent un petit peu, etc. Enfin, il y a quand même un certain nombre de recettes. Et qu'à partir du moment où vous pensez un séjour touristique en ces termes, un séjour touristique pourrait être simplement une soirée ou simplement un repas au restaurant,
parce que vous pouvez faire exactement la même chose au restaurant. Effectivement, vous oubliez un petit peu le côté qualité et vous ne raisonnez qu'en termes de titiller le petit cerveau droit, là, le petit cerveau affectif qui fait que effectivement ça va marcher. Ça veut dire que pour que ça marche, il faut provoquer le désir, changer quelque part le référentiel de paradigme, comme on dit, et c'est une manière d'aborder le marketing différemment. Il faut vraiment penser client. Ah bah déjà, je dirais qu'il faut que le marketing, ça c'est notre credo. On va déjà commencer par installer de l'émotion on installe de l'émotion dans les exploitations, dans le restaurant, et c'est à partir de là qu'on va construire le marketing. Donc c'est pas l'inverse. Alors que effectivement, pourquoi on parle de marketing expérientiel? Ok. Mais nous on a travaillé par exemple pour Golden Tulip, la chaîne Golden Tulip, c'est 230 hôtels dans le monde. Le marketing a fait vraiment un super boulot. Ils ont vraiment fait un super boulot et ils ont fait une nouvelle promesse, Playtime, Many Time. Sauf que ça demande, pour que cette promesse soit tenue, il fallait que le personnel soit joueur. Parce qu'en fait, ils avaient en cible les millennials, les fameux millennials dont on parle tant, qui sont des gens qui sont une nouvelle génération qui arrive, une nouvelle génération de clients, et qui sont plus joueurs, qui attendent plus avoir un sourire, une petite déconnade, plutôt que d'avoir quelqu'un qui est nœud papillon en pied de poule. Et donc, pour tenir cette promesse, il fallait effectivement faire en sorte que les salariés soient joueurs. Sauf que il y avait toute une histoire derrière. Dans les hôtels Golden Tulip, il y avait les anciens hôtels Concorde. Donc, imaginez, c'était un peu poussiéreux tout ça. Donc, on les a accompagnés pour effectivement faire en sorte que les changements d'attitude, qu'il y a une véritable prise de conscience du changement d'attitude, pour qu'effectivement ça remette un petit peu de souplesse, un peu d'huile dans le moteur, pour que ça soit moins figé, que ça soit plus rigolo, plus joueur, et que le client du coup se sente mieux. Mais c'est une vraie révolution. Ça veut dire aussi, mais on abordera ce sujet avec Dominique ensuite, ça veut dire l'appropriation par les équipes, et ça veut dire imaginer aussi le rôle des salariés et des équipes dans le processus de décision et dans le processus de mise en commerce, de mise en tourisme de l'équipement du site ou de l'établissement. C'est évident. Alors déjà, il faut qu'il y ait une volonté des dirigeants. Bon, déjà. Donc, il faut qu'il y ait une stratégie. Parce que derrière, c'est une stratégie économique, c'est une stratégie de différenciation. Et derrière, effectivement, une fois que vous avez posé le chemin, parce que plutôt que de poser un cadre, nous, on raisonne plutôt, une fois que vous avez posé le chemin, il faut que les équipes participent à la mise en émotion, effectivement, parce que c'est l'humain, et que c'est-à-dire, ça participe plus du développement de la compétence comportementale du salarié que de sa compétence technique. Et là, il y a une vraie révolution. Effectivement, et ça pose des problèmes en termes de formation. On en parlait tout à l'heure avant de rentrer dans la salle. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans les formations, hôtellerie, serveur, etc., on forme des gens à des gestes techniques. Parce que un geste technique, c'est aussi facile à évaluer, parce qu'il y a un diplôme à la fin. Qui dit diplôme dit évaluation. Donc on forme des gens à des gestes techniques. On les forme pas à des compétences comportementales. Et que demain, on en parle dans l'industrie, on en parle dans les banques, on en parle dans les services, etc. On parle beaucoup de compétences comportementales. Il serait peut-être temps qu'on en parle dans le tourisme. Et que, effectivement, former des gens aux compétences comportementales, c'est un véritable enjeu dans le développement du tourisme demain. Ça, c'est sûr. On pourra pas passer outre. Je crois que même la table ronde de cet après-midi va indirectement l'aborder et on va rentrer dedans. Géraldine Laval, donc le zoo de Beauval. Donc un zoo magnifique, comme on disait, 1 550 000 visiteurs, plus 100 000 en 2017 par exemple, plus 100 000 personnes. Premier site de la région Centre-Val de Loire, 4e parc zoologique au monde. Comment finalement on est passé, il y a 20, 30 ans, 35 ans, d'un zoo à quelque chose de global aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression d'être aux commandes en matière de communication, toujours d'un zoo ou de quelque chose de bien plus large? Si, en premier lieu d'un zoo quand même, parce que voilà, on travaille avec des animaux, des soigneurs, du vivant. C'est 10 000 animaux quand même. C'est ça, 10 000 animaux de 600 espèces différentes. Donc en premier lieu, voilà, les visiteurs viennent pour voir des animaux, mais en plus, on leur propose maintenant de plus en plus de services. Le parc grandit. Effectivement, il a 39 ans aujourd'hui. Et donc, on l'a dit, il accueille plus de 1 500 000 visiteurs. Et aujourd'hui, voilà, on propose donc
forcément des installations de plus en plus belles pour faire venir les visiteurs, et également des services. On a quatre hébergements hôteliers, 3 hôtels et une résidence hôtelière où les visiteurs peuvent venir donc passer la journée au zoo, mais également rester venir 2-3 jours, une semaine au parc et visiter la région également. On propose aussi dans le parc de la restauration pour qu'ils puissent se restaurer à l'intérieur du zoo et profiter toute leur journée au parc. On a cette année une nouveauté un peu particulière qui n'est pas animalière. Pour la première fois dans le parc, c'est une télécabine. Donc c'est des œufs comme au ski qui permet en fait d'aller d'un bout à l'autre du parc plus rapidement et d'avoir une vision également de haut des animaux. Donc là, on est véritablement dans une réponse en direction du client pour toujours continuer vers le spectaculaire, vers l'intégration des émotions, vers ce souvenir, cette fabrique à souvenirs dont parlait Patrick. Oui, tout à fait. En fait, tous les ans, on crée des nouveautés avec des belles installations pour toujours plus de bien-être animal pour nos animaux, mais également on fait attention au bien-être des visiteurs. Et cette télécabine-là répond aussi en partie, parce que le zoo, ça grandit d'année en année. Aujourd'hui, il fait 40 hectares. Et l'idée, c'est aussi d'apporter un confort de visite, notamment aux personnes à mobilité réduite, parce que le parc est assez vallonné. Donc ça leur permet de rejoindre la Terre des Lions, qui a été créée l'année dernière. Tout un espace pour nos lions d'Afrique qui était avant dans le zoo, mais on a recréé tout un espace propre conçu spécialement pour eux, pour accueillir toute la famille dans des meilleures conditions, et ils pourront rejoindre de la Terre des Lions directement les éléphants et les pandas qui se trouvent à l'autre bout du parc. Aujourd'hui, quand une famille ou des clients décident d'aller au zooparc de Beauval, ils y vont pourquoi? Ils y vont tout d'abord pour passer un bon moment en famille. Mais est-ce que l'envie, c'est d'abord les animaux, ou c'est vivre un moment privilégié? Les deux. C'est voir les animaux, bien sûr, parce qu'on est un parc animalier, donc les gens s'attendent à voir des animaux, des espèces hors du commun qu'on a au zoo, comme les pandas, les koalas, les diables de Tasmanie qu'on va accueillir aussi là sous peu en avril. Et ils viennent également pour passer un bon moment en famille. Là, juste pour l'anecdote, mais la vidéo la plus vue l'année dernière, c'est une vidéo sur les pandas qui a été vue plus de 2 500 000 fois quand même. À faire pâlir un certain nombre de destinations touristiques, d'offices, de stations, CDT ou autres. Aujourd'hui, comment finalement, au bout de 39 ans, on continue à réinventer Beauval, sachant qu'avec 1 500 000 visiteurs, de l'hébergement, de la restauration, c'est 800 emplois en saison, c'est 50, 60 métiers différents. 60 métiers, ouais, c'est ça. Comment on arrive à faire prendre et à faire adhérer tout le monde à ce projet? Ça vient du fait de la famille Delors, donc la famille fondatrice du parc. Pour la petite histoire, si vous la connaissez pas, c'est Madame Delors, donc Madame Françoise Delors, la fondatrice du parc, qui avant travaillait dans le music hall à Paris. Un jour, elle est allée à une foire pour enfants avec sa fille, et elle s'est abonnée à un magazine de mode enfantine avec sa fille, et elles ont gagné 2 petits oiseaux, des becs argentés. Et en fait, Madame Delors s'est prise de passion pour les oiseaux, si bien que leur appartement parisien devenait trop petit, les oiseaux étaient trop à l'étroit dans cet appartement, et donc elle a quitté Paris et le music hall Bobino pour Saint-Aignan-sur-Cher, le lieu dit Beauval, d'où le nom Zooparc de Beauval, et c'est là qu'elle a installé tous ces oiseaux. Donc il y a 39 ans. C'est vraiment cette passion-là qui l'a menée à faire ça et qui aujourd'hui anime encore le parc, tous les Beauvaliens. C'est cette passion-là, et maintenant c'est ces enfants qui ont repris le flambeau. Donc Delphine Delors, qui est la directrice de la communication et de la pédagogie au parc, qui elle a pour but de faire rêver les visiteurs, et également Rodolphe Delors. On doit beaucoup à Rodolphe aussi parce que c'est le bâtisseur, c'est vraiment un entrepreneur au parc. Et c'est lui qui conçoit et qui a des idées pour réaliser tous les nouvelles infrastructures et toutes les nouveautés exceptionnelles et uniques qu'on a chaque année au parc. Donc c'est vraiment ces 3 facteurs clés: la passion, l'entrepreneuriat, le fait qu'il soit bâtisseur, et puis l'envie de sensibiliser le public à la cause et le bien-être animal. Avec également une notion, c'est tout à l'heure on a dit, et on l'a vu avec Transpod également, à chaque fois on pense client, on se met dans la peau du client, mais là il faut penser animal aussi. Il y a un facteur supplémentaire, il faut mettre en adéquation
l'envie de valorisation des animaux à leur rythme biologique également? Oui, tout à fait. C'est vraiment les deux qui sont liés. Tout d'abord pour les animaux en priorité. On fait vraiment tout vis-à-vis du bien-être animal. Là, on a installé une télécabine, donc ce qui peut paraître quand même un grand projet. Certains visiteurs, ce qui peut être légitime, peuvent avoir des craintes sur le fait que ça peut faire du bruit pour les animaux, voilà, qui peut avoir un impact négatif. Tout a été fait et mis en place avec nos équipes animalières et vétérinaires pour que voilà, que ce soit vraiment une installation qui les dérange pas du tout au quotidien. Et également, bah voilà, on a aussi cette envie de bien faire, d'agrandir le parc et que les visiteurs s'y sentent bien. Donc on regarde énormément aussi leur avis, leur attente là-dessus. Sur les réseaux sociaux, beaucoup on regarde et on leur répond. On fait des réunions également hebdomadaires pour voir voilà s'il y a eu des critiques sur quels sont les points manquants ou gênants pour les visiteurs dans le parc. Donc voilà, il y a beaucoup de feedback, on leur apporte aussi énormément de réponses et voilà, on répond à leurs interrogations s'ils ont des doutes également. Donc il y a un gros travail sur le parc pour sensibiliser et également sur les réseaux à distance toujours pour expliquer voilà ce qu'on fait et donc, donner des nouvelles sur la vie du parc également. Donc on voit ce sentiment de partage, d'échange, une forme d'engagement dans la clientèle. On a dit qu'il fallait penser client. Autre ingrédient de la recette, vas-y, allez-y Patrick. Ce qui est intéressant dans l'exemple du zoo de Beauval, que j'ai visité, donc je connais, et qui est superbe, c'est qu'effectivement il y a ce mélange de passion. Et on le voit bien, hein, pour le panda, c'est un grand coup de passion aussi derrière, mais qui n'est pas exemple de marketing. Parce que le panda, c'est aussi une opération marketing, il ne faut pas avoir peur des mots. Mais justement, c'est mais c'est la passion au départ qui a fait qu'effectivement ça existe, et que c'est ce passage de la passion qui permet de créer l'émotion, qui est quand même assez présente dans Beauval, et c'est ça qui fait qu'effectivement aujourd'hui ça marche, qu'il y a 1,5 million de respect, qu'il y a 1,5 million de personnes, sachant qu'il n'y a pas eu de fonds publics, ou très peu je pense, très peu, donc il y a eu quand même 1,5 million de personnes. Donc se dire que la passion, et quand on parle d'émotion, il ne faut pas oublier ce mot important, et nous on le voit avec les gens avec qui on travaille et ailleurs, d'autres exemples, à partir du moment où il y a passion, il y a émotion. Il y a passion, il y a émotion, il faut de l'engagement. Il faut de l'engagement. Et engagement des équipes. Et c'est notamment le travail de Dominique, travail de recherche, à travers émotion, à travers le tourisme et le travail. C'est comment on arrive à avoir de l'émotion au sein de l'entreprise, au sein les voitures qui arrivaient ou faire traverser les gens. Aujourd'hui, voilà, on est de plus en plus staffé, on se professionnalise. Et aujourd'hui, voilà, on a des équipes qui grossissent. Nous, le service communication, on était il y a 4 ans 5. Aujourd'hui, on est un peu plus de 10. Donc voilà, les équipes sont de plus en plus étoffées pour aussi voilà, répondre aux attentes des visiteurs. Et quand il le faut, voilà, en période vraiment d'affluence, on met aussi tous les moyens en place en plus pour accueillir au mieux nos visiteurs. Dominique, ça veut dire que dans les équipes, il faut des commandes claires aussi et des stratégies claires et compréhensibles par tous? Oui, effectivement, il faut Et ça contribuera du coup au bonheur aussi des salariés? Oui, bien sûr. On parlait tout à l'heure de l'engagement ou de l'implication. La cause la plus importante reconnue aujourd'hui de l'engagement ou de l'implication au travail, ce sont les expériences de travail que peuvent vivre les salariés. Donc le fait de vivre des expériences, on parle aussi d'expérience collaborateur aujourd'hui, on parle d'expérience client, mais il faut aussi que l'expérience collaborateur, elle soit en phase avec l'expérience client. Et donc le fait de vivre soi-même en tant que salarié des expériences positives, c'est un des éléments importants, une des causes les plus essentielles de ce qu'on appelle l'implication ou l'engagement. On sait très bien que l'implication, l'engagement, ça ne se décrète pas, ça vient de la volonté du salarié. C'est le salarié qui va décider de donner ou pas, de s'engager ou pas, de s'impliquer ou pas, mais on peut au moins créer les conditions de cet engagement. C'est-à-dire qu'il faut le faire rêver, mais pas non plus de... Oui, alors pas non plus, enfin faire rêver, il faut faire attention parce que on utilise beaucoup le vocabulaire marketing en ressources humaines. Il faut le faire avec beaucoup de précaution. Déboucher sur de la surpromesse parfois. Oui, pas faire de surpromesse effectivement, parce que ça peut être très décevant aussi quand il y a un décalage entre le discours qu'on produit à l'égard des clients et puis ce qui se passe
en interne, les expériences que peuvent vivre les salariés. Donc il faut faire très attention à cet élément-là. En fait, il y a 3 facteurs qui vont créer les conditions de l'implication ou de l'engagement. C'est la même chose. Il y a 2 termes, mais en fait, c'est exactement la même chose. La première condition, c'est une condition de cohérence. Cohérence de discours qu'on tient aux clients, qu'on tient aux salariés. Cohérence entre les discours et les actions. Également, cohérence entre les actions. Donc la notion de cohérence est extrêmement importante. Dans l'exemple de Beauval, effectivement, le fait d'avoir un discours, une cohérence de discours lié en fait aux origines du zoo joue certainement. Cohérence. Le deuxième facteur important, c'est la réciprocité, parce que l'implication, l'engagement, c'est une relation, c'est un lien psychologique entre le salarié et son univers de travail. Et son univers de travail, ça peut être les collègues, le manager, les projets, les animaux. Donc l'univers de travail, il est extrêmement large. Et donc c'est une question de réciprocité. Un salarié, il va avoir envie de donner et de produire de l'émotion si il reçoit aussi. Et donc cette notion de réciprocité, elle est vraiment fondamentale. Et la troisième condition, c'est l'appropriation. C'est donner du sens. Donc l'histoire de l'entreprise notamment, ça permet de donner du sens, savoir d'où on vient, où est-ce qu'on va, quelles sont les questions qui se posent, quelles sont les évolutions nécessaires. Donc ces 3 conditions, cohérence, réciprocité et appropriation, sont fondamentales pour avoir des salariés qui soient engagés, qui soient impliqués, et donc qui soient plutôt sur une stratégie de régulation authentique en fait des émotions, et non pas sur une stratégie de surface, parce qu'ils ne sont pas là par hasard, on les a aussi bien sélectionnés, et ils ont envie de donner. Ils vont être plus sur un jeu en profondeur ou sur une régulation automatique des émotions. Patrick, ça veut dire quand la fabrique à souvenirs intervient, ça veut dire aussi mettre en lien l'organisation interne avec l'exigence des clients. Mais l'exigence des clients, elle a monté en expertise ces dernières années. On dit tous, le client est de plus en plus expert, il voyage très souvent, il connaît beaucoup plus de choses. Ça veut dire qu'il faut, dans les cheminements internes des entreprises dans lesquelles vous intervenez, véritablement faire du sur-mesure. Alors, déjà effectivement, comme on le dit très régulièrement, nous on habite à La Baule, ça coûte moins cher d'aller à Marrakech en avion que d'aller à Paris en train. Aujourd'hui, avec le low cost, l'offre touristique, elle n'est pas française, elle est européenne, voire internationale. Aller passer un week-end à Vienne, aujourd'hui, c'est comme si on allait passer un week-end à Paris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec aujourd'hui un jeune, peut-être qu'il a pris plus souvent l'avion que le train. Ça veut dire qu'on a une offre qui est très très large, et on se nourrit la nouvelle génération qui arrive, et aussi ceux qui ont du temps, les juniors, comme on les appelle, sont nourris de plein de choses. Ça veut dire que le client aujourd'hui, il n'est pas forcément nourri d'hyper-qualité, il est nourri d'expérience. Il est nourri de rencontres avec de nouvelles cultures, il est nourri de superbes plages, il est nourri de tout ça. Donc forcément, c'est pas qu'il devient plus exigeant, c'est qu'il est nourri, quoi. Il en a déjà pris plein la tête. Donc ça, il faut le savoir. Maintenant, il y a aussi une tranche de population qui, quand elle vient en vacances, qu'est-ce qu'elle veut? C'est quelque chose de confortable, parce que, et on en parlait tout à l'heure encore avec quelqu'un, les campings, qu'on a, en fait, les campings correspondent aussi à une clientèle, parce que c'est des gens qui veulent passer une semaine de vacances en famille. Dans le camping, il y a la piscine, il y a les services, il y a tout, et on peut être peinard pendant une semaine, se reposer, les enfants sont contents, si les enfants sont contents, les parents sont contents, et il n'y a pas besoin de révolutionner le monde, parce que ça correspond à un critère. Donc, il faut déjà se poser la question de sa clientèle, avant de dire on va tout révolutionner. Donc il y aura toujours des clients pour du mass market, c'est-à-dire pour du tourisme de masse, il y aura toujours ces clients-là.
Après, là, effectivement, il faut bien faire les choses, il faut que ça soit pro. Si on peut mettre un petit peu d'émotion, un peu de sourire dans le process, c'est encore mieux, ils sont encore plus contents, mais compliqué de révolutionner parce que ça correspond à un état. Par contre, effectivement, il y a tout un pan de professionnels du tourisme, et on pense aux petits hôtels, on pense aux campings moyens, on pense aux restaurants, etc., qui, eux, ont intérêt, effectivement, à aller là-dedans et à se poser les bonnes questions. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire de différent par rapport aux autres? Parce que c'est pas faire mieux, parce que mieux, on est dans une logique qualité, c'est faire différent. Et c'est ça, et à partir de ça, on va se répéter, mais c'est se dire, c'est quoi mon potentiel, qu'est-ce que je peux faire? Nous, la première question qu'on se pose quand on va voir un établissement, qu'est-ce qu'on peut faire vivre aux clients là? Voilà. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire vivre dans cet endroit? Et en fait, nous, on a des réponses, mais on s'aperçoit que les équipes ont aussi des réponses. Donc, je veux dire, et c'est ça qu'il faut arriver à mettre en œuvre. Donc, oui à l'expérience client, oui à la mise en émotion, mais aussi à faire attention à quel est le modèle économique sur lequel on est. Je veux dire, vous prenez un modèle de camping, gros, et on a un exemple, hein, on prend un même hébergement, un exemple extraordinaire, c'est un pod, c'est 5 mètres carrés, on dort dans un lit, il n'y a même pas les toilettes, il n'y a rien, hein, c'est 5 mètres carrés. 5 mètres carrés. Et vous dormez dans un truc en bois, alors il est beau, hein, le truc, hein, mais vous dormez dans un truc en bois quand même, hein, avec un lit par terre. Dans un modèle un tourisme de masse, ce pod, on l'a vu à Saint-Raphaël, dans un camping, il est vendu 40 €. Bon. Le même pod en Picardie, à Saint-Raphaël, il fait beau, hein. En Picardie, il pleut pas mal. Le même pod en Picardie, parce qu'on l'a mis en scène, parce que c'est dans un tout petit établissement, il y a 11 hébergements, 11 hébergements, 250 000 € de chiffre d'affaires par an. Respect. Parce que ils ont mis tout ça en scène. Parce qu'ils ont accompagné, il y a le Côte, il y a le bas nordique, etc. La nuit, ils la vendent 280 €. On part du même hébergement, mais la façon dont on l'a amené fait qu'à l'arrivée, le modèle économique n'est pas du tout le même. Et c'est ça qui est intéressant. Donc il faut adapter. Mais ce modèle économique à 280 € la nuit, le grand camping à Saint-Raphaël, il n'aurait jamais pu le faire. Ou plus compliqué. Donc il ne faut pas avoir une pensée monolithique, il faut être agile. Et en fonction de là où on est, effectivement, on va établir des curseurs. À Beauval, je veux dire, vous avez combien de salariés? C'est énorme. 350. Je veux dire, le problème de Beauval, il est plus de faire en sorte que ça soit fluide, que les gens fassent moins souvent la queue. Vous voyez, c'est ce niveau-là sur lequel il faut travailler. L'émotion, de toute façon, elle est là avec les éléphants. On voit les éléphants, les lions, et en plus, on voit bien entre l'ancien zoo, quand on arrive où il y a les oiseaux, et le nouveau zoo où on voit les éléphants, les lions, la volière, etc. Bon, on voit bien qu'il y a une révolution dans la façon dont ça a été mis en scène, et que du coup, les animaux, il y a plus d'espace, et tout le monde est mieux. Donc, je veux dire, à un moment donné, mais sur Beauval, l'émotion, de toute façon, elle est là de fait. Hein. Par contre, ce qu'il faut, c'est fluidifier, c'est faire en sorte que les gens fassent moins la queue, qu'ils puissent se poser, qu'ils puissent des ambiances, etc. Donc, il faut faire très attention à là où on agit, et en fonction de là où on agit, on va faire un projet un petit peu spécifique quand même. Voilà. Mais qui se nourrit de modèles économiques assez classiques. Bien sûr. Puisqu'on est on est à Beauval, quand les clients repartent, quelles images ils en ont de Beauval? Je pense qu'ils sont encore plus satisfaits de ce qu'ils avaient imaginé, en fait. Quand ils repartent, ils sont vraiment époustouflés par les installations. Ils sont venus pour les animaux, ils reviendront pour tout le reste? Ouais. On a 98% des visiteurs qui partent satisfaits ou très satisfaits. Donc voilà, ça nous donne déjà un bon indicateur. Mais oui, ils sont très contents de leur visite. Il y a, même on le voit sur les réseaux sociaux après, c'est vraiment voilà, ce qui leur plaît, c'est de voir les animaux, de voir qu'on a des pandas, des koalas, des espèces vraiment uniques en France et rares en Europe et dans le monde. Et également voilà, ils sont émerveillés par la beauté de l'animal et ce qui leur voilà, ils comprennent ce que c'est en les voyant et en voyant cette émotion-là qui passe à travers eux, qu'ils ont envie aussi de les protéger. Et nous, c'est ce qu'on essaye aussi de faire passer comme message, c'est voilà, vous les voyez devant vos yeux. C'est important de les protéger et voilà, on fait passer ce message de sensibilisation parce qu'aujourd'hui on n'est pas qu'un parc zoologique qui présente des animaux, mais aussi on a vraiment un rôle de pédagogue et de conservation des espèces animales voilà, qui sont de plus en plus menacées dans le monde d'aujourd'hui. Donc voilà, on a dans les parcs zoologiques attirent dans le monde 800 millions de visiteurs, 200 millions en France. Donc voilà, il y a un potentiel et on essaye de faire passer ces messages-là.
Dominique, on a parlé de l'internationalisation du tourisme. On parle beaucoup de l'humain, mais j'imagine que la dimension, le facteur humain n'a pas la même valeur dans tous les pays. Et lorsque l'on a des grands groupes ou des expériences de sites qui accueillent des salariés de pays différents, je pense au Puy du Fou, je pense chez vous à Beauval, etc. Ou à Disney, on a forcément des nationalités différentes. Comment est-ce que l'on arrive derrière, en termes de GRH, à limiter ou en tout cas à faire en sorte que tout le monde prenne du bien-être dans son travail? Oui, il n'y a rien de facile dans la réponse à cette question. Ça peut être aussi, on peut le voir de manière très positive, comme un enrichissement aussi. C'est intéressant aussi pour les équipes d'être confrontées à des nationalités différentes. En tout cas, pour ce qui concerne la gestion des émotions, puisque c'est le thème de cette table ronde, on sait par exemple que un salarié qui travaille depuis plusieurs années dans un pays qui n'est pas son pays d'origine, du point de vue de la gestion de ses émotions, il va être émotionnellement assez proche des salariés qui ont pour origine ce pays. En fait, on connaît des phénomènes de type acculturation émotionnelle et on a même, par exemple, des salariés qui vont être en meilleure capacité, même si c'est pas leur pays d'origine, ils vont être en meilleure capacité de déceler, par exemple, les émotions des clients et de savoir si, par exemple, le client a envie de parler, n'a pas envie de parler, est-ce que c'est le bon moment pour lui parler ou pas. Un salarié dont ce n'est pas le pays d'origine, en fait, va être meilleur parfois dans la détection des émotions qu'un salarié dont c'est le pays d'origine. On l'explique notamment par le déficit linguistique et le fait que du coup on se concentre sur le non-verbal. Donc ça peut être extrêmement intéressant d'avoir des salariés de diverses nationalités, bien sûr pour répondre aux clients qui eux-mêmes sont de diverses nationalités, mais ça peut être très intéressant d'avoir ces compétences en fait de détection émotionnelle en ayant des salariés de diverses origines. Dans vos travaux de recherche sur tourisme, travail et émotion, comment vous opérez? C'est un programme de recherche sur 3 ans qui est financé par le RFI Angers Tourism Lab, qui comporte un financement pour le programme de recherche et un financement d'une thèse aussi de doctorat. J'encadre une doctorante qui va soutenir au mois de septembre, qui a terminé pratiquement son travail et qui a étudié le travail émotionnel dans l'hôtellerie, au sein du groupe Accor, et qui a fait une étude qualitative auprès de salariés en contact, mais également de leurs managers dans plusieurs hôtels du groupe Accor. Donc c'est une approche qualitative qui consiste à faire des entretiens approfondis, mais aussi de l'observation, de l'analyse aussi sur site, de l'analyse documentaire également, pour décrypter la façon dont les salariés arrivent à produire des émotions. Pourquoi pour certains c'est facile, pour d'autres c'est plus compliqué, et donc il permet de mieux comprendre les processus de régulation émotionnelle. Après, on a travaillé aussi avec d'autres collègues, parce que c'est un programme international qui associe une université en Pologne et une université également en Chine, et on fait notamment des comparaisons internationales. D'accord. Ça veut dire qu'il peut y avoir des points de blocage internes. Ces points de blocage internes, par exemple, Patrick, vous en avez, vous, quelques-uns en tête, sans divulguer des structures, mais des choses un peu remarquables auxquelles vous avez été confrontés et qui finalement n'ont pas pu aboutir. Point de blocage. En fait, c'est alors là, je vais enfoncer une porte ouverte. C'est la résistance au changement. Donc voilà, c'est point de blocage, c'est sortir de sa zone de confort finalement. Et donc le point de blocage, effectivement, on est toujours plus à l'aise dans ce qu'on connaît que dans ce qu'on ne connaît pas. Et nous, on arrive avec nos idées un peu farfelues là, où on leur dit attendez, il faut raisonner un petit peu autrement, et forcément, au départ, ça bouscule. On a encore eu le cas la semaine dernière. Je veux dire, ils sont ressortis, ils étaient passés dans une machine à laver. Donc la première phase, c'est effectivement, c'est passer dans une machine à laver pour apprendre à penser autrement. Donc une fois, notre boulot, c'est justement faire en sorte que c'est de lever les points de blocage.
Alors, je dis pas qu'on est les meilleurs du monde, hein, attention, hein, on le dit avec beaucoup d'humilité. Le tout, c'est d'appréhender jusqu'où ils peuvent changer. Mais tout le monde peut changer. Tout le monde peut changer parce qu'il y a toujours des motivations, parce que, alors soit il y a une pression économique qui fait que de toute façon la personne, enfin l'entreprise est obligée de changer, soit il y a des gens qui se disent attention là ça va bien, mais je sais que demain ça ira peut-être moins bien et donc de toute façon il vaut mieux que je prenne un temps d'avance. Donc de toute façon les gens qui viennent nous voir, ils sont déjà dans la logique où il y a la prise de conscience qu'il faut changer. Voilà. Donc il y a pas, nous on n'a pas été confrontés à des points de blocage. On a juste été confrontés à des gens qui vont plus vite que d'autres, à des gens qui sont plus résistants que d'autres, et ça dépend de plein de choses. Hein. Ça dépend quand vous avez affaire à des gens qui ont voyagé dans le monde entier. Effectivement, ils sont déjà complètement ouverts à ça. Quand vous avez des gens qui sont restés chez eux toute leur vie, effectivement, c'est plus compliqué de changer. Voilà, par exemple. Donc, mais c'est à nous de nous adapter. Donc, point de blocage, non. Capacité à plus ou moins changer, oui. Ça veut dire, si éventuellement il y a des points de blocage identifiés, on fait le pas de côté et on prend la question sous un autre angle? Ah bah oui, c'est le jeu. De toute façon, enfin, c'est aussi ce qui est super intéressant de notre travail, c'est qu'à un moment donné, nous on est là pour débloquer les choses, quoi. Et après vous avez des techniques, hein, on les a pas forcément inventées. Hein, c'est tout le travail sur les ressources humaines qu'on connaît depuis des années, qui fait que il est excessivement rare qu'il y ait des moments qui s'arc-boutent sur quelque chose. Et je dirais même, alors je vais être terrible, hein, mais par exemple on a eu le cas sur le camping sur lequel on a travaillé l'année dernière. Sur 130, donc ils ont complètement changé leur façon de recruter. Alors déjà on avait préparé les équipes, les équipes permanentes. Donc eux ils avaient été bien boostés. Les saisonniers, on a recruté différents. Il y a eu sur une saison, sur 120 recrutements, il y a eu 2 mauvais recrutements. 2 sur 120. Alors qu'habituellement, c'est plutôt 10%. Hein. Eh ben, c'est les équipes à l'intérieur du camping, parce que elles se sentaient bien, qui ont mis ces 2 personnes dehors. Vous voyez, donc là, on a vraiment l'appropriation de... l'appropriation complète de la démarche, parce qu'en fait les gens se sentaient bien dans la façon dont justement on avait retravaillé, etc. Et donc les 2 personnes, voilà. Donc vous voyez, donc ça veut dire que même sur, parce que tout le monde dit oui les saisonniers, non, je veux dire, si on a une vraie démarche, on peut y arriver et on peut en fait, c'est toujours la notion de plaisir. Enfin, moi, j'en reviens vraiment à les fondamentales, cette notion. À partir du moment où les gens, ils ont du plaisir, à partir du moment où on leur fait découvrir qu'ils vont pouvoir retrouver du plaisir à travailler, le changement, il arrive. Mais c'est la notion de bénéfice. Hein. On engage, mais face à un engagement, il faut qu'on ait un bénéfice. Donc, nous, notre travail, c'est aussi de faire prendre conscience que, à partir du moment où ils changent la façon de travailler, ils vont récupérer du bénéfice. Vis-à-vis du client, notamment. Parce que le client, tout le monde dit, il est complexe. Oui, effectivement, le client est complexe. Mais ben, voilà, il est complexe. Bon, on fait quoi? On s'arrête ou on continue? Donc on se remet à penser micro et plus macro. À très micro. Voilà, on sort des process, on sort des grandes logiques de qualité. Il en faut, hein, c'est le socle. Mais on repense micro, on repense client, on repense à tel moment qu'est-ce qui va se passer. Je veux dire, c'est l'exemple classique d'un client qui a fait 800 km. Il arrive dans votre établissement, hein, que ce soit une résidence de tourisme, un camping, un hôtel, peu importe. Il n'est pas réceptif. Et si en face, la personne, elle s'évertue à faire le mode d'emploi de son séjour pendant une semaine, de toute façon, le client en face, il n'est pas réceptif. Donc, ça sert à rien. Et puis après, du coup, les gens, ils nous disent, ah ouais, mais le client, il a rien compris à ce que je lui ai dit. Mais il pouvait pas comprendre, parce que de toute façon, il n'était pas réceptif. Donc ton truc, tu le changes. C'est-à-dire ton discours, peut-être que tu le mets sur Internet, sur une appli, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une appli. Donc la prise d'information, aujourd'hui, tout le monde sait la faire sur une appli. Par contre, les petits côtés sympas, les sourires, je t'emmène quelque part, tu vas voir, tu vas vivre un bon moment avec toi. Donc du coup, là, effectivement, on peut remettre de l'humain, parce que là aussi, il y a un vrai changement de paradigme dans l'utilisation du digital. Le digital, il doit servir à faire les choses de base. Et après, l'humain, il peut reprendre sa place parce qu'effectivement, on a délégué au digital le fait que une partie se fait tout seul. Donc, je veux dire, c'est une approche globale, mais de résistance au changement. De toute façon, à un moment donné, les gens, ils n'auront pas le choix. Donc, autant le dire. Géraldine, 10 ans, 20 ans, hein, mais en vrai,
Géraldine, à Beauval, donc Beauval dans les nuages, l'ouverture de la télécabine, la démarche qui a abouti, ou le constat qui a abouti à cette création. Parce que moi j'avais vu il y a une petite dizaine d'années, il y a en 2011-2012, un parc animalier dans le Morbihan, le parc de Branferré, qui avait installé un parc à bout. Donc on commençait déjà à découvrir, en rebondissant sur des filets, à découvrir le haut d'un parc. Qu'est-ce qui a motivé l'installation de ce projet à Beauval? C'était vraiment le fait que le parc s'étende et qu'il devienne de plus en plus grand, 40 hectares. Donc c'était vraiment pour faciliter la visite à nos visiteurs. Qui, voilà, en 5 minutes, même pas, en 3 à 5 minutes, ils peuvent voilà, traverser le parc d'un bout à l'autre de façon donc la facilité, légère, la flexibilité, la convenience, la liberté finalement de pouvoir visiter dans le sens que l'on veut. Ouais, c'était vraiment ça. Après, et est-ce que du coup vous avez réimaginé des nouveaux parcours, ou en tout cas le parcours classique visite, le parcours du client, est-ce qu'il a été réimaginé, réinventé? Après, il n'a pas tellement été réinventé, mais on a créé forcément des allées pour que ça soit plus pratique d'accès. En soi, il va forcément être changeant parce qu'on a quand même un sens de visite aujourd'hui. Même si on laisse libre les visiteurs à se promener comme ils le veulent dans le parc, on a un sens de visite, mais qui est totalement libre. On n'a pas de circuit prédéfini ou de choses qui disent vous allez dans ce sens-là et vous avancez toujours dans ce sens-là et c'est tout. Donc c'était vraiment pour faciliter la visite. Et après on l'a fait dans les airs aussi parce que c'est un moyen de transport le plus écologique, totalement silencieux. Donc voilà, qui n'impactait pas non plus les animaux. Donc c'était ce choix-là. Et puis aujourd'hui, on a très peu, je reviens à ce que vous disiez, mais on a très peu nous, on a fait le choix de mettre très peu de digital au final dans le parc. On a quand même des écrans à l'entrée du parc pour voilà, informer les visiteurs qui puissent préparer leur visite. Mais on a on a très peu de digital. On a plutôt des panneaux pédagogiques, mais fixes, print, qui permettent quand même de renseigner les visiteurs sur les espèces animales, toujours dans le but de les sensibiliser. Mais on a une appli mobile aussi dans le même cas qui leur permet de créer leur propre parcours, d'en savoir plus sur les animaux. Mais on a vraiment très peu on va dire, de pollution commerciale pour eux. C'est vraiment se reconnecter à la nature parce que c'est notre message qu'on veut donner et faire passer. Message important. Avant de conclure et de faire la synthèse de cette table ronde, est-ce qu'il y a des questions, des réactions dans la salle, des envies d'éclaircissement ou pas? Tout est clair. Par rapport à vos activités respectives, vos expériences clients, est-ce que certains d'entre vous sont déjà allés à Beauval? Ah oui, il y a une marge de progrès colossale. Hein. Voilà, donc Géraldine, la date de l'inauguration, c'est le samedi 30 mars. 30 mars, donc il y a toutes les invitations à l'entrée. Vous voyez Géraldine, il n'y a pas de problème, elle va vous faire ça très bien. Pas de remarques, réflexions, réactions, envie? Oui. Alors, effectivement, c'est la bonne adéquation en fait entre la personne et le job. Elle est faite pour ça en fait, qui va plutôt orienter la personne vers une régulation automatique. C'est très lié à la sélection, effectivement, au processus. D'ailleurs, dans le cadre des processus de sélection, on peut faire évoluer aussi les méthodes de recrutement et privilégier des méthodes de simulation, de mise en situation, en fait, dont on sait qu'elles ont la meilleure validité prédictive, c'est-à-dire la capacité à prédire la réussite future dans le poste. Donc, mettre les personnes en situation où là, on peut effectivement évaluer leurs compétences douces, leurs soft skills, par exemple. Et ça devient aussi particulièrement important dans le secteur du tourisme. Ça veut donc dire qu'on est beaucoup plus sur la gestion des compétences que le regard des formations de base aujourd'hui. Bah oui, enfin, la notion de compétence, elle irrigue toute la société aujourd'hui. C'est un concept dont on parle beaucoup en RH depuis de très nombreuses années, mais ça contribue à une réelle transformation et des systèmes RH et de la société dans son ensemble. Et on parle aussi parfois de compétences émotionnelles. Donc on peut considérer aussi que ça fait partie de la palette des compétences. Il y a dans la fabrique de souvenirs, il y a aussi Eric qui a
qui a été directeur de village de vacances Club Med, et qui a aussi travaillé chez Disney. Et chez Disney, il a travaillé à l'époque de Philippe Bourguignon, quand il était président d'Euro Disney. Et Philippe Bourguignon s'est posé la question à un moment donné, pourquoi deux chefs de service différents, même type de service, même équipe, même budget, même type de client forcément, hein, donc les mêmes bases, pourquoi il y en a un qui réussissait mieux que l'autre? Et donc en fait ils ont observé et ils sont aperçus que même formation, même niveau de formation, même formation de base. Et en fait ils sont aperçus que la différence était liée aux différences de compétences comportementales. Alors les compétences comportementales, c'est ce qu'on appelait avant le savoir-être. Aujourd'hui on va plus loin dans l'analyse, hein, on est beaucoup plus précis. Mais tout était lié en fait, la différence de performance était liée. La performance, elle est aussi liée à l'envie, etc. Il n'y a pas que, surtout dans des parcs de loisirs. S'il n'y a pas d'envie, il y a plus d'émotion. Donc cette différence était liée aux compétences comportementales. Et après derrière, à Disney, ils ont mis en place en fait un programme pour former les managers à un certain nombre de compétences comportementales. En fait, ils ont modélisé en fait les 4 compétences comportementales type dont avait besoin un manager chez Disney pour réussir. Et à partir de cela, ils ont fait une évaluation, ils l'ont pas, et ils ont mis un programme de formation sur les compétences comportementales qui participait beaucoup de la mise en situation. Parce que comme on est dans le comportemental, forcément on est dans la situation. Et en fait, ils créent des situations de travail, de management, de situations de réactivité, etc. pour que les gens prennent conscience de leurs compétences et derrière faire lever en puissance. Donc je veux dire, l'enjeu, il va être beaucoup là, et dans le tourisme, il va être beaucoup là-dedans. Il va être il va toujours il faut toujours savoir, il y a toujours besoin de compétences techniques, mais l'enjeu pour les entreprises qui vont réussir, ça va être dans leur capacité à faire en sorte que les employés, les managers puissent déployer, puissent s'enrichir de leurs compétences comportementales. Et ça, c'est un vrai enjeu, hein, mais c'est passionnant comme approche. Et du coup, derrière, on est bien sur la notion de bien-être au travail, d'appropriation, et on en a un bel exemple autour de la table, puisque Géraldine, avant d'être à Beauval, était chez EDF, elle était à la com chez EDF, et visiblement, elle s'épanouit bien plus au zooparc de Beauval que dans une grande maison comme EDF. Si on en revient, et pour conclure donc cette table ronde, les émotions, un outil déterminant pour la satisfaction du touriste, oui, bien sûr, mais pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix, bien évidemment. Donc il y a tout un tas d'ingrédients de la recette, là, qu'on a un petit peu sorti ce matin. Les ingrédients, comme ça, si on devait lister des mots-clés, c'est l'humain, il faut penser client, bien entendu, penser avec les équipes, il faut qu'elles soient productrices, c'est le mot qui a été utilisé. Donc on est bien sur de l'expérience collaborative. Ça veut dire, dans le cas de Beauval, c'est aussi penser avec les animaux et pour les animaux. Et Beauval n'est pas le seul parc animalier en France, donc là aussi, ça a son importance. Ça veut dire aussi, pour être dans le registre de l'émotion, éviter les surpromesses. On ne parle pas simplement d'une surpromesse, mais les surpromesses, tant au niveau de la clientèle qu'au niveau des équipes, bien entendu. Et on a dit tout à l'heure, Dominique l'a bien rappelé, que pour éviter de la surpromesse, il faut de la cohérence, il faut de la réciprocité, il faut de l'appropriation, il faut que tout ça soit perçu, compris par à la fois les équipes, mais aussi le client. Ça veut dire qu'il faut de l'engagement, de l'appropriation, il faut de la passion, du plaisir, on l'a dit également. De plus en plus, on sera non plus simplement dans la gestion de formation ou dans de la lecture de CV, mais bien dans de la performance comportementale. Un élément, un ingrédient incontournable, c'est la notion de pas de côté. Je regarde mon produit, je regarde la clientèle, mais je fais un petit pas de côté pour la regarder sous un autre prisme, avec un autre regard, un autre angle. Et ça, c'est fondamental pour essayer de penser aussi autrement. Ça veut dire qu'il faut aussi qu'il y ait des projets d'entreprise, comme on a aujourd'hui des projets de territoire. Lorsque l'on rédige un schéma régional, local ou départemental de développement touristique, c'est la finalisation et la formalisation de ce projet qui est important. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on a besoin de culture d'entreprise, de culture de territoire. Cette appropriation est fondamentale, mais cette connaissance aussi. Et puis, n'oublions pas que tout cela doit être au service de petits moments de vie. Et ces petits moments de vie sont nos respirations dans le rythme effréné dans lequel on vit. Et c'est fondamental pour le tourisme. Et c'est de là que va naître les souvenirs, comme on a dit tout à l'heure. Si vous êtes d'accord avec ces éléments-là et ces points de synthèse, si vous avez un mot à rajouter, il y en est encore temps.
Donc on restera sur cette belle conclusion. On va vous... Le fondamental du fondamental, c'est le plaisir. C'est le plaisir. Il faut que les professionnels ils aient du plaisir à travailler. Et s'ils ont du plaisir à travailler, l'émotion, elle va vivre. Hein. Voilà. En tout cas, on a plaisir à vous écouter. On espère que c'est le cas pour tout le monde. On va les applaudir avant de passer au pitch.